Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une ce soir, un jeune garçon de 15 ans s'ajoute à la sombre liste des personnes décédées du Covid-19 au Cameroun, alors que sur ses antennes hier, son père appelait à l'aide financière pour s'acquitter des factures liées à son traitement. Il est frappé par la mort de sa progéniture, une tragédie qui frappe toute une famille financièrement sur les rotules et qui ne s'imaginait pas qu'elle perdrait son fils. Elle appelle de nouveau à l'aide pour le mettre en terre dans la dignité. On en reparle dès le début de cette édition. Près de 9 milliards de francs CFA pour financer le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'éducation, les routes, la santé et d'autres secteurs névralgiques comme priorité pour redorer l'image de ces deux régions dévastées par une crise sociopolitique depuis 4 ans. Retour sur l'entente ce jour entre le ministère de l'économie et le programme des Nations Unies pour le développement. À la une également ce soir, 13 ans que se produisait la catastrophe de Banga Pongo dans une mangrove de Douala, des années après le crash de cet avion de Kenya Airways qui fit de nombreuses victimes. Des questions subsistent sur l'origine de l'accident. Nous vous livrons quelques conclusions de l'enquête dans notre édition de ce soir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, la situation épidémiologique du Cameroun connaît une sorte encore d'accalmie. Ce soir, nous parle de 66 personnes guéries, des chiffres donnés il y a quelques instants au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé par le docteur Georges Etoun Dimbala. Il est le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique et je vous suggère d'ailleurs d'aller au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé pour l'écouter dans cet extrait sélectionné sur place par Arnaud Gueffake et Constant Kamga. Il faut garder présent à l'esprit que les acteurs, tout comme les actions qui rament à contre-courant de la lutte contre la Covid-19, ont pour seul objectif d'anéantir tous les efforts déployés pour limiter la propagation du virus. Raison pour laquelle nous devons nous mobiliser pour s'autodiscipliner, s'auto-sensibiliser, chacun à son niveau. Nous sommes tous concernés et devons tous participer activement à cette lutte. Mesdames et messieurs, les données concernant la situation épidémiologique de ce jour font état de 66 nouveaux guéris. Nous encourageons le corps médical pour leur dévouement, en particulier les sages-femmes, les infirmières et le personnel d'hygiène et d'assainissement. En ce jour, c'est la commémoration des Journées mondiales de la sage-femme et aussi du lavage des mains. Nous rappelons donc à chacun, à tous, qu'il est bon de persévérer dans l'observance des règles d'hygiène et des mesures barrières édictées. Et on reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur cette journée des sages-femmes, et nous parlerons bien sûr de cet enfant décédé de suite de Covid-19, âgé de 15 ans. Il était à la une de notre journal hier soir et nous en reparlerons aujourd'hui. Et le temps de dire que même en temps de pandémie de Covid-19, les hôpitaux fonctionnent normalement. Constat fait ce jour par le ministre de la Santé publique à Yaoundé après une visite surprise dans quelques hôpitaux de la capitale. Le reportage d'Arnaud Gueffake et Constant Kamga. Dans l'univers des hôpitaux des districts, le ministre de la Santé publique au rôle d'un patient en tampion. On ne l'attendait pas ici, à l'hôpital de district des Foulanes à Yaoundé. Deuxième escale d'une descente surprise sur le terrain qui porte la jauge du fonctionnement de l'hôpital en temps de crise de la pandémie Covid-19. Ça se joue entre précaution et maintien.
On a maintenu le circuit ancien du malade pour maintenir l'activité basale qui existait déjà et qui est en cours d'amélioration d'ailleurs. Et puis on a créé notre circuit qui est particulier au malade qui est suspect de Covid. Les méthodes barrières, chaque soir c'est désinfecté, chaque soir c'est lavé. Et ces circuits sont lavés de telle manière, sont désinfectés de telle manière que nous puissions avoir accès. Avant Ifoulane, l'hôpital de district de Djungolo, Olembe, a reçu le patron de la santé de façon inattendue. En l'absence du maître des séances, la surveillante générale improvisée à l'accueil. Elle est guide circonstancielle de ce patient, pas comme les autres, arrivé par surprise. Ici à Djungolo, comme à Ifoulane, Manaouda Malachi expérimente chacun des circuits du malade tracés. Surprise au bout du parcours. Je suis plutôt agréablement surpris. Que ce soit à Djungolo, là où j'étais, ou à Ifoulane, où je suis aujourd'hui, on a un très bon taux de participation. Les Camerounais continuent à venir dans les formations sanitaires, à bénéficier de soins. Il y a des petites choses que nous allons corriger, des petits éléments que nous allons renvoyer pour pouvoir optimiser, n'est-ce pas, ce soin qu'on délivre à nos compatriotes. Il y a la pandémie Covid-19, mais il y a aussi d'autres maladies à soigner à l'hôpital. Et on reste à l'hôpital pour parler de ce personnel médical qui était en grève depuis quelques jours dans la région du littoral. Ils sont finalement passés à la caisse cet après-midi. Des agents de la santé publique en grève depuis, je vous le disais, 5 jours dans la région du littoral. Sur les 4 semaines d'arriérés de paye qu'ils réclamaient, ils ont finalement reçu 3 semaines de transport, 1 semaine de repas. Ils sont au nombre de 120 recrutés pour porter main forte dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Ils attendaient d'être payés depuis quelques jours. Ils vont repartir, chacun dans leur lieu d'affectation. Ce sont pour l'ensemble des médecins en attente d'intégration au Cameroun. Cependant, Amnesty International invite les autorités camerounaises à dire toute la vérité au sujet de la propagation du Covid-19 dans les prisons du pays. Dans une déclaration ce jour, l'organisation demande au gouvernement de procurer aux personnes détenues des soins médicaux adéquats et de cesser d'aggraver la surpopulation des centres de détention avec des détentions arbitraires. Je vous suggère d'écouter Fabien Hoffner, chercheur d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, Amnesty International. Avec ce communiqué, nous avons voulu insister sur différents points. D'abord, exprimer le souhait que les autorités camerounaises communiquent sur la situation de la pandémie Covid-19 au sein des prisons et des lieux de détention au Cameroun, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, alors que selon nos informations, l'épidémie existe bien au sein, en tout cas, de la prison centrale de Yaoundé. Les détenus ont le droit de savoir la situation au sein des lieux où ils vivent au quotidien et leurs familles ont le droit de savoir si leurs proches sont contaminés, risquent d'être contaminés et ce qui est fait ou pas par les autorités pour réduire le risque. La seconde chose sur laquelle nous avons voulu insister, c'est le fait que le décret du 15 avril pris par le président qui a permis de libérer des centaines de détenus est une bonne chose. C'est une décision salutaire, mais cela doit aller plus loin. Il faut que la décongestion permette de respecter certaines mesures barrières et pour cela, il aurait été bien que les autorités camerounaises répondent à l'appel des Nations Unies, mais aussi à l'appel de la Commission nationale de défense des droits de l'homme, de libérer les personnes âgées, mais aussi de libérer les personnes malades. Et nous avons cité plusieurs cas de personnes âgées et ou malades, notamment à la prison centrale de Kondengi. L'appel des Nations Unies demandait aussi à ce que cette épidémie de Covid-19 soit l'occasion de décongestionner les prisons en libérant des personnes qui n'ont rien à faire dans ces lieux de détention. Et là aussi, nous avons cité certains cas. Il y en a beaucoup, malheureusement, notamment à la prison centrale de Yaoundé. C'est le cas de certains opposants du MRC. C'est le cas de certains détenus anglophones qui ont été, pour une grande partie, arrêtés pour avoir simplement manifesté pacifiquement et dénoncé certaines discriminations.
Donc ce que nous disons, c'est qu'un premier pas a été fait, c'est un pas qui doit être salué, mais qu'on peut aller plus loin en libérant plus de personnes. Et pour libérer plus de personnes et pour qu'il y ait un effet vraiment de décongestion, eh bien il faut évidemment que les personnes entrantes soient limitées. Et malheureusement, ce qu'on a constaté à travers certains cas évoqués dans le communiqué, c'est que des personnes continuent d'être détenues en cette période de pandémie pour avoir simplement exprimé leur opinion ou exprimé certaines critiques vis-à-vis d'un pouvoir qui devrait les accepter, qui devrait d'autant plus les accepter qu'il a pris aussi certaines mesures et que le pays est mobilisé dans cette lutte contre la pandémie et certaines critiques devaient être vues de façon peut-être positive et permettre d'avancer. Donc voilà un petit peu ce que nous voulions résumer au sein dans ce communiqué. C'était donc Fabien Hoffner, chercheur Afrique centrale et Afrique de l'Ouest chez Amnesty International sur la situation carcérale du Cameroun et la lutte contre la propagation du Covid-19. Et on reparle de ces dons du chef de l'État aux couches défavorisées. C'est la destination première du président de la République dans l'arrondissement de Douala 4e. Les bénéficiaires de ces biens publics sont appelés à les utiliser à bon escient. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana pour le compte rendu. L'assouplissement des mesures contre le Covid-19 au Cameroun n'a pas tué le virus. Les cas positifs ne cessent de grimper. Le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, tire la sonnette d'alarme en procédant à la remise du don du chef de l'État à Douala 4e. Lorsqu'on a dit que les bars pouvaient aller au-delà de 18 heures, ça ne veut pas dire que le virus est terminé. Que non, nous sommes encore en pleine pandémie. J'ai essayé de regarder dans les réseaux sociaux comment les gens se sont livrés à certains excès dans les débits de boissons. Mais je voudrais dire que les pouvoirs publics, en prenant ces assouplissements, ont été convaincus du fait que les Camerounais sont assez responsables. Ces seaux, savons, solutions hydroalcooliques et masques sont essentiellement destinés aux communautés religieuses, les districts de santé, les déplacés et autres groupes sociaux. Vous savez que les communautés, l'église, tout le monde va à l'église, tout le monde va à la mosquée, tout le monde va chez les chefs. Donc ce qui fait que lorsque nous donnons donc à ces leaders d'opinion, je pense que ça nous permet de faire plus facilement passer le message. Ces dons constituent déjà des biens publics. Alors, tout usage erroné ou mal utilisé, non pas suivant la destination, fera l'objet d'une poursuite judiciaire. Les dons arrivent à point nommé aux leaders déjà engagés dans la lutte contre le Covid-19. Ces dons, ça va nous aider plus à protéger nos usagers qui entrent ici à la gare routière, parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui entrent, qui sortent, parce que ça va nous aider plus à combattre ce Covid-19. Que la gare routière, c'est une zone très compliquée, quoi. Si on laisse les usagers entrer sans masque de protection, ça sera un peu compliqué pour les personnes qui travaillent à l'intérieur. Ce don est distribué même dans les marchés. Alors nous allons mettre à bon escient ces dons-là au profit de nos populations. Surtout que nous avons eu la chance à Douala 4e d'avoir un maire qui est médecin. Alors, ce travail que le président de la République avait initié pour accompagner les gens contre le Covid, cette pandémie qui est en train de nous détruire. Donc, l'action du chef de l'État est la bienvenue. Au-delà des dispositions prises par le gouvernement, la responsabilité individuelle est interpellée pour réduire l'effectif des cas positifs Covid-19 qui ne cesse d'accroître au Cameroun. Déjà plus de 2000 cas enregistrés. Repartons au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Retrouvez notre reporter qui nous fait savoir ce soir que les décomptes autour du nombre de malades et de personnes décédées ont à nouveau disparu ce soir. C'est ce que vous avez constaté lors de ce point de presse quotidien donné au centre des opérations. Arnaud Gueffard, bonsoir. Bonsoir.
Il y a comme un retour au blackout relativement à certains chiffres. Ce soir, retenez minimalement 66 nouvelles personnes guéries de cette fâcheuse maladie. Aucune idée sur le nombre de décès ou encore le nombre de nouveaux cas enregistrés. Au-delà de la situation épidémiologique un peu émerdique, ce soir, Dr Georges Alain Etoundi Mbala est revenu sur les mesures d'assouplissement prescrites par le président de la République qui font l'objet de diverses interprétations. Selon le porte-parole de circonstances du ministère de la Santé publique, certains assimilent la réouverture des lieux de loisirs, des snacks et des restaurants après 18 heures à la fin de la pandémie. Que non, il faut au contraire redoubler de vigilance et surtout respecter scrupuleusement les mesures barrières. Hommage du directeur de la lutte contre la maladie et incident manager au personnel de santé et spécialement aux sages-femmes à l'honneur ce jour. Point du jour suivi par Constant Kamga et Arnaud Guifak. Merci Arnaud. Et on reste à Yaoundé pour évaluer avec vous les mesures levant les restrictions dans les bars, exercice fait avec les syndicats de barmen, vendeurs et clients. Ici, on salue la levée des mesures, mais reste évasif sur le respect des mesures barrières dans les débits de boissons. C'est un reportage de Rodrigue Tongué et Bertrand Tassé. Les bars foyers de coronavirus, l'un des plus célèbres barman du pays, s'en défend. En fait, si peut-être avant d'entrer dans un bar, si on voit qu'on se rend compte que vous n'avez pas peut-être on ne peut pas vous servir. Si les barmen font la hola à la mesure levant la fermeture au-delà de 18 heures, ils peinent à convaincre sur le respect des mesures barrières, le port du masque notamment. Ils mettent comme j'ai mis là, puisque tu ne peux pas boire avec le masque, donc il faut accrocher comme ça et puis... Pour le reste, dans les bars, les clients qui estiment la consommation journalière à au moins 3 bières pensent détenir la solution miracle. Quand je suis au bar, je prends les précautions, je cherche à avoir les cas d'un mètre avec mon voisin. Et je ne veux pas, je n'aime pas rester là où il y a trop d'attroupements. J'aime toujours rester là où il y a peut-être moins de 50 personnes. S'il y a plus de 50 personnes, moi je sors, je rentre, je cherche un autre bar là où je serai à l'aise. Ce qui fait courir ici, ce sont les recettes, le réalisme économique. Vous savez que peut-être dans les bars aujourd'hui, il y a au Cameroun peut-être plus de 200 000 bars. Ça veut dire que c'est 200 000 personnes peut-être qui travaillent. Gérants, tenanciers et serveurs de bars louent le retour de l'ouverture des enseignes après 18 heures. D'aucuns conjurent les démons de la restriction. Depuis que le confinement est fini, donc tout va changer. Et en plus, on a encore commencé avant, on fait minuit comme d'habitude. Donc la clientèle, on a les ventes et tout ça. La fermeture des bars facilitait donc le confinement. La barrière est peut-être tombée. Il vient de s'achever à Yaoundé une concertation de grande importance au ministère de la Communication. Le patron des lieux, René Emmanuel Sadi, recevait les maires des villes de Yaoundé et de Douala en présence du ministre Mounouna Futsu de la jeunesse et de l'éducation civique. Un seul objet, accélérer la communication autour de la lutte contre le coronavirus. Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alanziero. Soulagement et joie des Camerounais à l'annonce de la réouverture après 18 heures, des débits de boissons et autres lieux de plaisir. Des endroits potentiellement foyés à la propagation du coronavirus. Et les derniers chiffres soutiennent cette hausse du nombre de cas détectés positifs au Covid-19 au Cameroun. Au niveau communautaire, les élus locaux se sentent incapables de limiter la fête et d'imposer les mesures barrières. Il reste donc à la communication de proximité de faire le reste. Une sensibilisation que le ministre René Emmanuel Sadi de la communication appelle de tous ses voeux, et cela en les quelques 146 langues locales camerounaises. C'est l'urgence qui est signalée ce jour aux maires des villes de Yaoundé et Douala. Pour les responsables communautaires, et principalement pour les collectivités territoriales décentralisées, d'accentuer le déploiement sur le terrain, en vue de faire comprendre aux uns et aux autres
que le respect des mesures barrières et sanitaires pour tous, que ce soit dans les débits de boissons ou dans les restaurants. Donc la réouverture a été du reste accompagnée d'indications claires et précises. L'intensification de la communication ira avec les caravanes motorisées, avec l'appui du ministre Mounouna Futso de la Jeunesse et de l'Éducation civique, présent en ces lieux pour la circonstance. La stratégie nationale en deux pans. Pensons qu'il faut à la fois communiquer, mais en même temps, au besoin, faire preuve de coercition. Il faut que les gens comprennent qu'il y va la responsabilité de chacun de préserver sa vie, de préserver la vie des siens. Les obligations permanentes sont à rappeler, le port du masque cache-nez et la distanciation sociale. La représentante résidente au Cameroun du Fonds des Nations Unies pour les populations aux côtés des personnes âgées, groupe particulièrement vulnérable en cette période de pandémie du Covid-19 sous l'encadrement du ministre des Affaires sociales Siti Batoul Oussem, a remis à de promoteurs et responsables de centres d'accueil de personnes âgées du matériel de protection contre le coronavirus. Vous pouvez le voir, masques, gel hydroalcoolique, savon, javel et papier toilette. Je vous propose donc d'écouter d'écouter Siti Batoul Oussem et le ministre Pauline Irène Nguéné sur l'opportunité de cet apport au micro de Bertrand Sassé. La symbolique, c'est qu'on considère que le vieillissement est un phénomène à célébrer. C'est un signe de développement. Et dans le cadre de cette pandémie, c'est un groupe de personnes qui est très vulnérable. Et on est en train de se maintenir au principe des Nations Unies qui est de ne rien laisser personne pour compte. Donc c'était une excellente initiative de penser à ces personnes pour leur meilleure protection. Et nous sommes convaincus que le matériel qui vient de nous être donné, pour qu'on le remette aux personnes, aux associations, aux organisations des personnes vulnérables, sera utilisé à bon escient. Et en même temps, nous espérons que cette population se poursuive. C'est une nouvelle qui nous peine de vous annoncer ce soir. Dylan, le jeune adolescent atteint de Covid-19 dont nous parlions hier, est finalement décédé. L'appel au secours de son père n'avait pas encore fini de retentir que l'enfant poussait son dernier souffle. Toute une famille dépitée qui se pose de multiples questions quant aux complications qui ont causé la mort du petit. Nos équipes se sont rendues à nouveau à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala. Suivant ce reportage mené par Aimé Catherine Moukouri et Marius Kosso. Dylan ne pourra plus tenir sa petite sœur dans ses bras. À 15 ans, le jeune garçon n'a pu supporter le poids de la maladie. Il s'est éteint dans la nuit de ce lundi, laissant son père, sa mère et toute une famille démunie. Nous sommes dans un des multiples recoins du quartier village et ici les questions fusent. Interné depuis 7 jours à l'hôpital gynéco-obstétrique, Dylan recevait bien un traitement contre le Covid-19. Comme l'atteste le document, l'affliction est la cause du décès. Cependant, la famille se demande ce qui aurait précipité sa mort. L'enfant était là dans ça sans problème. Nous sommes rentrés maintenant dans la nuit, vers 22 h directement. Nous sommes là à 19 h, vers 22 h, ils appellent pour venir d'urgence à l'hôpital. On vient à l'hôpital, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent que l'enfant s'est effondré à moins de 20 secondes, l'enfant est décédé. Ici, on nous présente les résultats négatifs des examens prescrits. Les parents estiment n'avoir pas eu les éclairages nécessaires sur l'évolution du cas de l'enfant. Ils nous ont dit que le deuxième scanner maintenant a montré que l'enfant avait un début de tuberculose et la rage. Ils ont maintenant prélevé le sang de l'enfant. Ils ne vont pas à l'hôpital, comme pas à Bonanjo. Ils ont donné à mon grand frère qu'il ne faut pas à Bonanjo pour les examens. Il est parti, c'est hier qu'il est parti récupérer les examens là, et tout était négatif dans les examens qu'il est parti faire. Ce qui nous fait plus mal au cœur, hier soir, on nous dit que l'enfant courait dans la salle. Les médicaments, même qu'ils m'ont envoyé acheter hier à 17h, sont abandonnés, on a versé ça là-bas, on a laissé ça devant la cour de l'hôpital. Pour comprendre, nous nous rendons une fois de plus à l'hôpital gynéco-obstétrique, à la rencontre du docteur Dominique Njomo, chef de service anesthésie et réanimation, qui a pris en charge le malade.
L'homme se dit affecté par les informations, précise avoir informé la famille de l'évolution du cas et de sa comorbidité. À toutes les étapes, cette famille, le papa, la maman et les frères et sœurs qui venaient prendre les nouvelles ont été informés. La preuve, ils l'ont accompagné faire un des scanners qu'il a eu à faire et nous avons toujours pris la peine d'expliquer. Les différents spécialistes, chirurgiens, gastro-entérologues qui ont donné des avis dans la prise en charge de cet enfant, chaque fois qu'il passait, nous nous permettions de faire le relais. Et en réanimation, tous les autres patients qui ont des malades hospitalisés de Covid chez nous peuvent le témoigner. Son diagnostic est connu. Ils le savent et les résultats sont là au laboratoire. Ils peuvent parler d'eux-mêmes. D'après le médecin, le malade était atteint au foie. Et pour attester de la bonne foi de la formation, il se dit prêt à soumettre le dossier médical de Dylan à une contre-expertise. La symptomatologie était atypique quand même. Au-delà des symptômes du Covid connus jusqu'ici, il y avait une symptomatologie qui a justement, c'est ce qui a motivé les avis de chirurgiens et gastro-entérologues. Et on a fait un scanner abdominal supplémentaire qui a montré que l'enfant avait une grosse hépatomégalie. Et à la biologie, il avait une cytolyse hépatique dont le foie ne fonctionnait pas bien. On n'a rien à cacher. Le dossier est là, les résultats des examens, on a un laboratoire, on a cette chance-là d'avoir tout sur place. La famille peut faire venir une contre-expertise, d'autres médecins, d'autres personnes qui ont l'expertise pour pouvoir voir ce qui s'est passé. En attendant cette étape qui apaisera les doutes des parents, il leur reste à passer au plus difficile, procéder à l'enterrement du jeune garçon. Tout un processus pour une famille à genoux financièrement. Acheter un cercueil, chercher un corbillard, créer un espace dans un cimetière et creuser et venir les trouver. Ils vont m'accompagner avec les gens de la communauté pour aller enterrer. L'enterrement que vous parlez, je ne sais même pas comment est-ce que je peux faire pour joindre les poux, pour gérer ces problèmes. Et l'enfant est exposé là-bas. J'aimerais vraiment que si les Camerounais pouvaient avoir pitié de nous, qu'ils nous aident au moins à enterrer dignement cet enfant-là. Maintenant, on nous demande encore d'acheter ce qu'on n'est même pas capable d'acheter. Vous voyez tous ceux qui sont sur la cour là. Et ils venaient comme ça m'aider pour m'accompagner. Moi, si le gouvernement peut avoir pitié de nous, pour aller enterrer au moins ces corps-là. Ce que je demande aux citoyens camerounais de m'aider à pouvoir enterrer mon enfant. Désormais, son fils fait partie de sombres statistiques. Hier encore, Alexandre lança un appel pour que son enfant survive. Le destin en a décidé autrement. Mais pour que son Dylan se repose dignement, il est encore temps. Que son âme repose en paix. Et on parle des sages-femmes, je vous le disais également en titre, les sages-femmes et maïticiens célébrés ce 5 mai dans le monde entier au Cameroun. La première édition s'est célébrée sous le thème « Contribution de la sage-femme pour la réponse au Covid-19 ». La cérémonie tenue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé était l'occasion pour ces professionnels de la santé de faire un plaidoyer pour un plus grand recrutement de sages-femmes et maïticiens dans nos formations sanitaires. Delphine Fonko-Téné et Michel Foucault pour d'autres précisions. La sage-femme, en avez-vous entendu parler? Non, ça va, je ne connais pas. Donc c'est lui là. Je ne connais pas ma mère. Il n'est pas encore l'âge de parler des femmes. La sage-femme, j'ai toujours appris, mais je n'ai jamais rencontré. C'est vous? Je suis désolé. Je ne connais pas. Pardon. Le bruit là, La sage-femme. La sage-femme. Oui. Non, je ne suis même pas au courant de ça. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe parce que moi-même je ne connais pas comment on dit que sage-femme. Négatif pour la plupart. Et si on questionnait le métier de maïticien pour parler de sage-femme au masculin? Jamais entendu. Jamais entendu parler. Non. Catastrophe. Ces professionnels de santé sont mal connus du public. La sage-femme, c'est une femme qui connaît faire son ménage. Même si elle travaille,
un programme, elle fait le planning. Vraiment, une sage-femme, c'est d'abord intellectuellement, qui est intellectuelle. Deuxièmement, celle qui est d'abord à la maison, m'embrouiller par partie. Une sage-femme doit bien entretenir son mari et faire des bonnes actions. Il y en a d'autres, quand tu laisses tes enfants, ils sont en train de maltraiter les enfants. Et parfois aussi, quand peut-être qu'il y a de la nourriture, elle préfère prendre beaucoup de nourriture et garde pour ses enfants par rapport à tes propres enfants. Et ce sont ces lacunes qu'on a souvent avec ces sages-femmes dont on appelle. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous ou presque ignorent tout de la profession de sage-femme. Et pourtant, bon nombre sont venus au monde par les soins de ces spécialistes de la santé. C'est des femmes qui donnent des conseils, ce sont des mamans qui donnent des conseils aux femmes enceintes. On leur prépare comment faire pendant la grossesse et pendant l'accouchement et après l'accouchement. La sage-femme, c'est celle qui s'occupe de la maternité des enfants, des bébés. C'est une dame qui travaille au niveau de l'hôpital et ensuite aux affaires, on peut aussi les affecter aux affaires sociales pour régler les problèmes des femmes en difficulté. C'est celle qui fait accoucher les femmes et qui prend soin des bébés. Le métier de donneur de vie, célébré ce 5 mai dans le monde entier. Une occasion de rendre hommage aux sages-femmes et maïticiens. C'était donc là un sujet de Delphine Fonko sur la connaissance du métier de sage-femme et de maïticien au Cameroun. Et la Fondation Canal 2 International, cependant, vient encore de faire parler sa générosité. L'association vient d'offrir un toit à une veuve et ses 3 enfants au quartier Bepanda à Douala, alors que celle-ci vivait dans un taudis sans moyens pour nourrir sa progéniture. Les précisions avec Aimé Catherine Mouko. Josiane, la trentaine, veuve et mère de 3 enfants, semble porter sur elle tous les problèmes du monde. Sans emploi, elle perd son époux et se retrouve à la rue. Rejetée par sa belle famille, elle a réussi à survivre grâce à l'aide d'âmes généreuses. J'ai perdu mon mari et la belle famille m'a tabassé, ils m'ont rejeté dehors avec les enfants. J'étais enceinte de 2 mois, ils m'ont rejeté dehors. Bon, tout ce temps-là, je passe mon temps à souffrir. Il y a cette maman que il allait au quartier faire les jars là-bas, on a lancé l'assiette. Après, on a cotisé sur ça, thèse qu'il pouvait venir survivre avec les enfants. Donc c'est ça que j'ai accouché cet enfant. Et depuis tout ce temps-là, ni la belle famille de mon côté, personne ne m'a appelé pour demander comment vont les enfants, ni la pension, rien. La nutrition, personne. Ils m'ont abandonné comme ça avec les enfants. C'est là que depuis tout ce temps, je souffre avec eux comme tu le vois là. Je fais au travail ménager, parfois ça ne donne pas, parfois, bon. C'est là que Dieu merci. Je suis allée au quartier, dire à cette maman là-bas en ouais, pardon, j'ai besoin d'un travail. C'est là qu'elle m'a présenté la maman. Donc c'est la maman qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Au quartier Bepanda, lieu dit fraternité, elle vit dans un taudis, visité par les pluies torrentielles au gré des caprices du climat. Une situation dramatique qui a touché le cœur de la Fondation Canal 2. À Canal 2 International, nous sommes essentiellement sociaux dans l'âme. C'est dans ce sens que nous sommes dotés d'une fondation qui est une initiative noble et louable de Mme Colette Chatchue. Il est vrai que le leitmotiv de la Fondation Canal 2 International est la contribution énergique dans les actions de lutte contre le VIH-Sida dans notre environnement. Mais lorsque les informations en images sont parvenues à notre présidente fondatrice sur la situation difficile, précaire de cette dame qui, je rappelle, est veuve, mère de 3 enfants, qui a été, selon ses dits, battue et répudiée par sa belle famille. Donc face à cette situation, la présidente fondatrice, Mme Colette Chatchue, a été médusée, troublée, très embarrassée, et nous a instruit pour cette fois-ci, dans le cadre de nos actions, que nous sortions du VIH-Sida pour apporter assistance à cette femme qui en avait véritablement besoin. Et la Fondation a tenu sa promesse. 2 mois après son SOS, c'est un espace tout aménagé, solidement construit, qui lui a été offert, non loin de son ancien lieu de résidence. Je remercie la Fondation du Canal 2. C'est grâce à eux que je suis assise dans une jolie chaise, dans une jolie maison. Merci beaucoup Canal 2. Je vous remercie 1000 bonnes fois. Ce que je peux vous donner comme merci, c'est rien que notre bénédiction et que vous continuez toujours comme ça à aider les gens comme nous aussi.
Merci beaucoup Canal 2. La Fondation Canal 2 met un point d'honneur à être aux côtés des couches vulnérables. Des œuvres qui se comptent par centaines depuis sa création. Pilotée par Colette Chatué, la Fondation s'est illustrée à travers des arbres de Noël pour des orphelins de différentes structures. Des dons aux formations sanitaires, comme ici à la garnison. Et récemment, un appui conséquent aux populations de l'Ouest pour lutter contre le Covid-19. Je le disais en titre, le ministre de l'économie en charge, le ministre de l'économie, effectivement, le ministre délégué au ministère de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire en charge de l'économie et le programme des Nations Unies pour le développement ont signé ce jour le document du plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'accord de financement de la contribution du gouvernement. Et cet accord a donc eu lieu ce jour à Yaoundé. Le 10 plan a été présenté. Alain Gislankanga et Luc Vondon nous présentent le contenu dans cet élément. L'armée camerounaise est aujourd'hui l'une des plus professionnelles dans le monde. Les faits ci-après le démontrent aisément. La distinction du bataillon d'intervention rapide BIR durant la dernière opération Flintlock, organisée par les États d'Afrique sous la supervision des États-Unis d'Amérique. La présence remarquable des forces de défense camerounaises aux opérations de maintien de la paix est aussi remarquable. À partir de 2003, en Côte d'Ivoire, un officier des forces de défense camerounaises a fait partie de l'état-major de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le général de division Tchumota. Un sujet, une sortie justement d'un collectif d'organisations non gouvernementales qui, après le communiqué de la présidence de la République portant sur les résolutions, réagissait à la sortie de Human Rights Watch qui remettait en cause la véracité du dit rapport qui évoquait le dérapage de l'armée plutôt que le massacre au cours d'une conférence de presse hier. Le coordonnateur de cet observatoire a plutôt salué, vous l'avez entendu, la bravoure de l'armée camerounaise qui accuse le coup d'une bavure. C'était donc là des extraits recueillis par Luc Vondo à Yaoundé. On reparle de cette reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec la signature de cet accord ce jour entre le ministère de l'économie et le programme des Nations Unies pour le développement. La contribution du gouvernement camerounais a également été évaluée. On parle de plus de 9 milliards de francs CFA pour rebâtir ces deux régions en crise depuis plus de 4 ans. Le reportage d'Alain Gislankanga. Le plan pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest prend corps avec une contribution du gouvernement de 8,9 milliards de francs CFA. La reconstruction des zones anglophones, engluées dans une crise depuis 2016, repose sur 3 aspects principaux. 3 principaux aspects sont la reconstruction de la cohésion sociale, la reconstruction des infrastructures locales et les infrastructures pour l'accès aux populations aux services sociaux de base. Le plan d'action stratégique va s'appuyer sur les efforts de secours humanitaire et vise à répondre aux besoins de relèvement des communautés et mettre en place les fondations de la reconstruction à long terme, du développement durable et d'une croissance équitable avec l'aide du programme des Nations Unies pour le développement. Il va falloir donc beaucoup de sensibilisation, beaucoup de discussions avec tous les différents membres de la société. Nous pensons que la mise en œuvre va se faire sur la base d'un travail avec notamment les églises, notamment les associations de femmes, des chefs traditionnels, des jeunes, pour les sensibiliser, pour que tout le monde soit convaincu que nous devons mettre en œuvre ces activités. Le PNUD va continuer à faire le plaidoyer auprès des partenaires pour investir dans ce plan qui s'étend sur 2 ans. Quelques-uns, selon Alamine Ousmane, ont déjà manifesté leur intérêt pour un montant avoisinant les 89 milliards de francs CFA.
Je vous le disais en titre, 5 mai 2007, 5 mai 2020, 13 ans déjà que le vol 507 de Kenya Airways s'est écrasé dans la mangrove en Banga Pongo à Douala après le décollage à l'aéroport international. Il y a quelques mois, la chaîne de télévision National Geographic a réalisé un documentaire dans le programme Air Crash s'appuyant sur des éléments d'enquête. Les conclusions portent sur une erreur d'appréciation du pilotage automatique non activé par le pilote. Ajoutez à ceci les mauvaises conditions météorologiques ce jour-là. Il y a cette Résotanon, la regardez pour nous. D'après ce documentaire de National Geographic Air Crash, la nuit du 4 mai 2007, le vol Kenya Airways 507 accuse presque 1 heure de retard sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Un orage empêche le décollage. Mesdames et messieurs, nous allons attendre que les conditions météorologiques s'améliorent pour décoller. Les 108 passagers à bord sont impatients. Un vol parti d'Abidjan en journée pour Douala et doit se rendre à Nairobi au Kenya. L'équipage surveille le temps. Le commandant pense pouvoir éviter l'orage. On dirait qu'on peut le contourner. Le Boeing 737-800 est autorisé à décoller après échange avec la tour de contrôle, juste après minuit. Tour pour Kenya 507. Après le départ, nous aimerions maintenir légèrement le cap à gauche de la piste du fait de la météo qui est devant. À droite. Ah, désolé, légèrement à droite. Tour, Kenya 507. Il y a une percée dans la couche de nuages. Demandons mise en route. 507, mise en route approuvée. Checklist de mise en route. APU sur on. Le 737 cherche à éviter l'orage, mais soudain, il bascule dangereusement sur sa droite. Malgré les efforts du commandant pour maintenir l'avion à plat, rien ne marche. Inclinaison. On s'écrase. Inclinaison. Oui, je sais. À gauche, gauche. Inclinaison, inclinaison. Correction à gauche. Terrain, inclinaison, terrain, terrain. Au petit matin du 5 mai 2007, l'avion est annoncé porté disparu et les proches des passagers frappés d'angoisse. Après 48 heures de fouilles, les épaves sont localisées à Banga Pongo dans la région du littoral, devenue tristement célèbre. Personne n'a survécu au crash. Le vol n'a duré que plus d'1 minute. Après l'écoute de l'enregistreur phonique, la conclusion est que le pilotage automatique n'a pas été branché et les 2 pilotes l'ont constaté trop tard. Une erreur humaine qui a coûté la vie à 114 personnes. Et c'est ici que nous refermons cette édition du 19h50. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur notre antenne. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau coulante et du savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Sortez seulement en cas d'extrême nécessité. Restez chez vous autant que vous pouvez. Je vous retrouve demain, certainement en très bonne santé. Bonsoir.